Télé 50, simplement congolais. L'insécurité semble refaire surface à Kinshasa avec des enlèvements contre rançon. Plusieurs cas ont été signalés dans la capitale, plongeant ainsi des familles entières et des habitants dans l'angoisse. Retour sur l'événement ou le phénomène dans ce journal. Et aussi toujours à Kinshasa, la capitale est en alerte sanitaire. Les autorités appellent à la vigilance. Le choléra a refait surface lui aussi, confirme l'Institut national de santé publique. 2 foyers ont été enregistrés pour le moment dans les communes de Ngiringiri et Limete. On va encore une fois rester à Kinshasa. À Limete, un incendie s'était déclaré dans la nuit de mercredi dans un entrepôt de produits pétroliers. Si aucun bilan humain n'a été enregistré, les dégâts matériels demeurent importants. Les autorités ont décidé de retirer les agréments de fonctionnement à ces entités. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. Madame, Messieurs, le gouvernement de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo M23 ont signé lundi à Doha le mandat issu de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs selon la médiation qatarienne. La signature est intervenue à l'issue d'une réunion du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu entre les deux parties organisée par le Qatar dans le cadre de ses efforts de médiation pour résoudre le conflit dans l'est de la RDC. C'est une avancée notable qui a été enregistrée dans les processus de paix en République démocratique du Congo à Doha, au Qatar. Le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo M23 soutenue par le Rwanda ont signé le mandat issu de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ces documents opérationnalisent le mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu dans l'est du pays. Cette signature, intervenue sous médiation qatari, s'inscrit dans la conduite du processus de Doha et réaffirme l'engagement des parties à respecter les cessez-le-feu et à mettre en œuvre l'accord cadre pour la paix, signé le 15 novembre 2025. La signature du 2 février 2026 constitue une concrétisation opérationnelle de ces engagements antérieurs. La cérémonie des signatures s'est déroulée à l'issue d'une réunion du mécanisme conjoint de suivi et de vérification du cessez-le-feu organisé par l'État du Qatar. Les délégations du gouvernement congolais et de la FCM23 ont paraphé le mandat élaboré par la CIRGL en présence des observateurs des États-Unis, de l'Union africaine, du médiateur désigné par l'UA, la République du Togo, des représentants de la MONUSCO et de la CIRGL. Les discussions ont porté sur l'évolution de la situation sécuritaire, les défis actuels et la nécessité des mesures concrètes pour renforcer le suivi, la vérification et l'échange d'informations. Les parties ont réaffirmé leur engagement à respecter strictement les cessez-le-feu et à appliquer de bonne foi l'ensemble des obligations de l'accord cadre de Doha. Parmi les décisions concrètes, la MONUSCO déployera dans les prochains jours une première mission à Uvira pour surveiller les respects du cessez-le-feu et évaluer la situation sur le terrain. Des canaux, des communications directes ont été établis entre les parties. Des réunions régulières du mécanisme sont prévues pour assurer un suivi continu. Cette signature représente un pas décisif vers l'opérationnalisation effective du cessez-le-feu en confiant à la CIRGL et à la MONUSCO un rôle central dans la vérification. Le mandat vise à instaurer une confiance mutuelle, souvent mise à mal par les accusations réciproques des violations. Les déploiements imminents à Uvira, zone sensible récemment touchée par les combats, constituent un test concret de la volonté des parties. Cependant, des défis subsistent. Malgré les engagements répétés, des incidents sur le terrain continuent d'être signalés.
La réussite de ce mécanisme dépendra de la bonne foi des acteurs, du soutien international coordonné et de la capacité à transformer les accords techniques en progrès politiques durables. La signature du mandat CERGEL à Doha marque une étape encourageante dans la quête de la paix en République démocratique du Congo. Kinshasa en urgence sanitaire. Des cas de choléra détectés dans la capitale. Les communes de Limete et de Ngiringiri figurent parmi les zones les plus touchées par cette épidémie. Le directeur général de l'INSP, l'Institut national de santé publique, s'est rendu sur place pour s'imprégner de la prise en charge des malades et des mesures d'hygiène mises en place. Le centre du traitement du choléra de Pakadjouma, situé dans la commune de Limete, l'un des quartiers les plus vulnérables de la capitale, continue d'accueillir des patients atteints du choléra dans un contexte épidémiologique préoccupant. Sur place, les règles d'hygiène sont strictement appliquées, lavage systématique de mains, port des équipements de protection individuelle, bottes aux pieds pour les personnels soignants. Toutes les mesures sont mises en œuvre afin de limiter la propagation de la maladie. Malgré ces efforts, la ville de Kinshasa enregistre encore des cas de choléra avec la commune de Limete parmi les zones les plus touchées. Après une brève accalmie observée ces derniers jours, une recrudescence des cas a été signalée selon les données du ministère de la Santé. C'est dans ces contextes que le directeur général de l'Institut national de santé publique, Mwamba Kaza Didier, accompagné du coordonnateur du COSPA, de l'INSP, Christian Gandou, de l'incident manager choléra, ainsi que des équipes de la direction provinciale de la santé, a effectué le week-end une visite d'inspection au centre de traitement du choléra des Pakadjouma et de Ngiringiri. Au CTC de Pakadjouma, première étape de la mission, le directeur général de l'INSP a procédé à une visite approfondie des installations afin d'évaluer les conditions de prise en charge des patients et de mieux comprendre les facteurs impliquant l'augmentation récente des cas à un moment où l'objectif demeure l'amélioration durable de la situation épidémiologique à Kinshasa et dans les autres provinces du pays. Un briefing technique a été organisé avec les équipes des prises en charge et les partenaires présents, permettant d'analyser minutieusement des difficultés rencontrées sur les terrains et d'identifier des solutions idoines pour renforcer la riposte. La délégation s'est ensuite rendue au CTC de Ngiringiri où une visite similaire a été effectuée. Les équipes locales ont présenté de manière succincte les réalités spécifiques du centre, notamment les contraintes qui freinent une prise en charge optimale des malades et les attentes vis-à-vis des partenaires appelés à appuyer efficacement la réponse contre le choléra. Satisfait de la franchise des échanges, le directeur général de l'INSP a rassuré les équipes quant à la prise en compte de ses préoccupations et promis de s'y pencher en vue des suites favorables dans le cadre du plan national de lutte contre le choléra. La mission s'est clôturée par une photo de famille marquant l'engagement renouvelé de la direction générale de l'INSP à renforcer la surveillance, la coordination et la riposte contre le choléra, en particulier dans les zones les plus vulnérables. Les faits se sont produits lundi. Il s'agissait d'un dépôt de carburant ravagé par un incendie à proximité des installations de l'ONATRA à la 7e rue dans la commune de Limete, quartier industriel de Kinshasa. Si, selon les témoins, aucune perte en vies humaines n'a été signalée, cependant, les dégâts matériels sont considérables, informé la ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandumbola, s'est rendue sur place pour constater l'ampleur des dégâts, comme à Massina. Elle a décidé de retirer les agréments de ce dépôt de stockage des produits pétroliers, tout en déplorant cet incident malheureux qui laisse plusieurs familles sans abri et en appelant au strict respect des normes de sécurité et au professionnalisme dans la manipulation des produits pétroliers. La cause de l'incident demeure inconnue pour l'instant. Et toujours Kinshasa, les cas de kidnapping se multiplient dans plusieurs quartiers de la capitale, plongeant familles et habitants dans l'angoisse. Enlèvement contre rançon, réseau criminel organisé et sentiment d'insécurité grandissant. Retour sur un phénomène qui inquiète et interpelle autorités et citoyens dans ce récit de Jean-David Kilolo. Le kidnapping urbain à Kinshasa n'est pas un phénomène nouveau. Il a connu des pics notables au cours des dernières décennies, souvent liés à l'insécurité croissante
au chômage des jeunes et à la prolifération des bandes criminelles, les Kuluna. En 2023, une vague massive avait terrorisé les Kinois. Des enlèvements étaient organisés à bord des faux taxis ou de transports en commun, avec vol de biens, séquestration et demandes de rançon. Plusieurs bandes impliquant parfois des policiers corrompus avaient été démantelées. 27 présumés kidnappeurs avaient été présentés à la presse et des condamnations à mort avaient été prononcées. Depuis décembre 2025, Kinshasa connaît une nouvelle vague alarmante d'enlèvements. Selon des sources médiatiques et des alertes sur les réseaux sociaux, plus d'une dizaine de cas ont été recensés en 3 mois. Les cibles privilégiées sont des femmes et les étudiants, groupes perçus comme vulnérables. Pour les femmes, les modus operandi reposent souvent sur des réseaux sociaux. Des ravisseurs se font passer pour des prétendants sérieux, fixent un rendez-vous et enlèvent la victime. Certaines sont libérées, d'autres subissent un sort tragique. Pour les étudiants, plusieurs enlèvements ont visé des jeunes des grandes universités comme l'université de Kinshasa, UNIKIN, et l'université pédagogique nationale, UPN. Parmi les cas documentés, Anderson Tejeba, étudiant en droit à l'UNIKIN, enlevé fin janvier 2026, alors qu'il s'est rendu au campus, rançon exigée, $10,000 avec ultimatum. Et ses parents se sont mobilisés pour donner $3,000 avant d'être relâchés dans un état critique. Pierre Bixon, étudiant à l'UPN, kidnappé il y a environ 2 semaines, rançon réclamée $50,000 sous menace contre sa famille. Ces actes s'accompagnent souvent des violences et des menaces proférées par téléphone aux proches. Cette vague d'enlèvement a des conséquences profondes. Sur le plan humain, elle traumatise les familles qui vivent dans l'angoisse permanente. Les victimes libérées portent souvent des séquelles psychologiques et les cas mortels choquent l'opinion publique. Socialement, la peur généralisée modifie les comportements. Méfiance accrue envers les transports, restriction des sorties nocturnes et vigilance extrême sur les réseaux sociaux. Économiquement, les rançons exorbitantes ruinent les familles modernes. Plus largement, ces phénomènes ternissent l'image de Kinshasa et questionnent la capacité de l'État à assurer la sécurité élémentaire dans la capitale, alors que les ressources sont concentrées sur les conflits dans l'est du pays. Face à cette résurgence, les familles lancent des appels désespérés aux autorités, notamment au gouverneur de Kinshasa et à la police nationale. Des mesures comme le renforcement des patrouilles et l'intensification des enquêtes sont attendues à l'image des opérations de 2023. La paix et la quiétude des Kinois exigent une réponse ferme, globale et durable pour que Kinshasa redevienne une ville où l'on circule sans crainte. On se rend dans les provinces à présent en mission d'itinérance dans le Grand Katanga. La ministre nationale de l'Environnement s'est rendue ce mardi à Kambove, situé à 150 km de Lubumbashi, pour une visite d'inspection au sein des entreprises minières. Marie Nyange Dambo a rappelé aux miniers l'importance de la protection de l'environnement afin de préserver la population des effets de la pollution. C'est une mission de très haute importance au cœur du poumon minier de la République démocratique du Congo, dans l'espace Grand Katanga. Ce mardi 3 février 2026, accompagné du ministre provincial de Mines et Environnement, Lucien Loumanou, et d'un collège d'experts techniques, la ministre nationale de l'Environnement, la professeure Marie Nyange Dambo, a entamé une inspection rigoureuse des sites industriels de Kambove. Chez Kaipeng Mining, Kambove Mining, sa priorité est restée la même, la gestion des eaux acides, de l'évacuation au recyclage. Chaque étape du traitement de ces rejets est passée au crible, car l'enjeu est vital. Ces substances hautement nocives menacent directement la santé des populations et l'équilibre de l'écosystème local. Sur le terrain, la professeure exige un entretien irréprochable du bassin de rejet. Lorsqu'on aura constaté des faiblesses, chaque société sera obligée de mettre en place des investissements qui vont prévenir ce genre de situation pour qu'on arrête de polluer la terre.
Cette fermeté ne doit rien au hasard. Suivant à la lettre les instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Marie Nyangendambo tient mordicus à ramener les opérateurs miniers au strict respect des normes environnementales. Nous, on est là pour prévenir des situations par rapport à nos populations et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient au bien-être de la population qui est d'ailleurs repris dans notre constitution. Donc c'est très très important de respecter l'environnement. Sauver des vies en protégeant la nature, tel est le cap fixé par cette mission qui place désormais les entreprises minières devant leurs responsabilités. Et en séjour à Lubumbashi, quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale ont échangé avec les élus provinciaux et l'autorité coutumière dans le cadre d'un appui aux infrastructures communautaires et à la prise en charge des femmes vulnérables à la maternité ADRA 4.1. Le village Kumanoa, situé à 41 km de Lubumbashi sur la route de Kasenga, dans la chefferie de Kasongo, n'a jamais quitté l'esprit de l'honorable Clotilde Mutita. C'est ici qu'elle a passé une partie importante de sa jeunesse aux côtés de sa famille. C'est donc à la fois en sa qualité de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale et en tant que fille aînée de la famille Mwenda Sebente qu'elle y a effectué une visite, accompagnée de ses frères et sœurs, l'honorable Micheline Pundu, élu de Kasenga, ainsi que de quelques collaborateurs. La visite a débuté au bureau administratif de la chefferie où l'honorable Clotilde Mutita a présenté ses civilités au grand chef Kasongo qu'elle a également félicité pour l'élévation de son entité au rang de chefferie. Comme le veut la tradition, la famille Mwenda Sebente ne s'est pas présentée le main vide auprès de l'autorité coutumière. Des présents composés de liqueurs, bières, farine, huile et intrants agricoles ont été remis au grand chef. Un geste hautement symbolique salué par le grand chef Kasongo qui a exprimé sa reconnaissance. Selon lui, l'honorable Clotilde Mutita est la première députée nationale à fouler les sols de cette chefferie depuis son élévation. En retour, le grand chef a remis quelques lopins de terre à l'honorable Clotilde Mutita et à sa famille. Objectif, les encourager à rester connectés à leurs racines. Après cet entretien, le grand chef Kasongo a conduit toute la délégation dans une visite guidée de réalisations accomplies depuis son installation à la tête de la chefferie. Au centre de santé ADRA 41, un bâtiment moderne a déjà été construit par l'entité coutumière, tandis que d'autres infrastructures ont été réhabilitées. Dans ce centre de santé, l'honorable Clotilde Mutita Kalunga a visité la salle d'accouchement. Elle a pris en charge les frais de maternité d'une dizaine de mamans ayant accouché par césarienne, retenues depuis plusieurs semaines pour non-paiement. La radio communautaire de la chefferie a aussi été visitée. Là aussi, l'honorable Clotilde Mutita a promis de contribuer à l'achat de panneaux solaires pour permettre à ce média de continuer à œuvrer pour la communauté. Le gouvernement provincial du Maniema a lancé lundi dernier la deuxième phase de réhabilitation des routes visant à désenclaver la province et à booster l'économie locale. Ce projet, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, est financé par le taxe conventionnel. Les autorités provinciales ont appelé la population à continuer de s'acquitter de ce taxe pour soutenir le développement de la province. C'est un projet ambitieux qui va certainement booster l'économie locale. Les routes vont désenclaver la province et améliorer les conditions de vie des populations. Le professeur Ali Kamassa Willy, ministre provincial des Finances et gouverneur ad interim, a indiqué que cette deuxième phase s'inscrit dans la vision du chef de l'État visant à connecter les routes des dessertes agricoles grâce au fonds du gouvernement provincial issu des taxes conventionnelles initiées par le gouverneur Moussa Kabwankumbi Moïse. Le message que l'on donne à la population du Maniema, particulièrement celle qui se trouve sur les tronçons Kindu-Kibombo, c'est de s'approprier les programmes du gouvernement provincial qui fait de la réhabilitation des routes la priorité des priorités afin de sortir cette province dans les désenclavements dans lesquels il se trouve. Effectivement, on ne le dira jamais assez, nous au niveau du gouvernement provincial, nous prenons l'auto-prise en charge. Il a été institué des taxes conventionnelles sur les produits miniers, les produits en rapport
rapport avec les hydrocarbures, les ciments, les tabacicoles, afin de prélever une quantité qui devrait être affectée à la réhabilitation des routes. Pour l'élu des Kibombo, les docteurs Papi Omeyonga, représentant de l'Assemblée provinciale, la réhabilitation de ces routes est une nécessité capitale car elles vont relier tous les chefs-lieux des territoires. Il a cependant appelé toute la population du Maniema à continuer de payer les taxes conventionnelles pour permettre au gouvernement provincial du Maniema de désenclaver la province. Il convient de noter que ceci intervient après la réception des 500 km des routes réhabilitées sur fonds propres du gouvernement du Maniema. Et la province du Maïndomé, contrairement à certaines idées reçues, n'est pas en reste dans la dynamique de modernisation des infrastructures routières. La route provinciale RP 206 reliant Bendela, Bomboué et Isaka sur un linéaire de 74 km fait actuellement l'objet de travaux d'entretien mécanisés dont l'état d'avancement est jugé globalement satisfaisant. Mobilisé sur terrain sous la coordination du ministère des Infrastructures, Travaux Publics et en sa tête John Banzalunda, l'Office des routes sous la direction de Janoki Kangalangoy, directeur général, ne ménage aucun effort pour atteindre les objectifs fixés par les gouvernements centrales. C'est dans ces cadres que le directeur provincial Mosengo Patrick a effectué avec les experts du bureau technique une descente qui visait à évaluer l'évolution des travaux et à identifier les actions restantes afin de garantir la durabilité de cet axe stratégique. La visite a permis d'inspecter les ouvrages réalisés, notamment dans les zones marécageuses et au point des franchissements des cours d'eau, longtemps considérés comme des véritables goulots d'étranglement pour la mobilité des populations. Cette action des terrains s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui place la réhabilitation et l'entretien du réseau routier national au cœur de sa politique de développement. À travers cette vision, les présidents étant garantir la libre circulation des personnes et des biens désenclavés les provinces et créer des conditions favorables à la relance économique locale. Cette politique s'est traduite en actions concrètes sur l'ensemble du territoire national. Les ministères des ITP, dirigés par John Banza, bras technique du gouvernement en matière d'infrastructure, accompagnent efficacement l'Office des routes dans la mise en œuvre des projets structurants visant à rapprocher les communautés, renforcer la cohésion nationale et soutenir la croissance économique. À la tête de l'Office des routes, Janoki Kangalangoy imprime une gouvernance axée sur la performance, la proximité avec les terrains et l'alignement strict sur la vision présidentielle. Grâce à son leadership, l'institution multiplie les interventions sur les axes stratégiques du pays, notamment dans les provinces longtemps enclavées à l'instar du Maïndombe. Le vice-gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, a pris part à la 3e réunion du comité régional de coordination. Cette rencontre visait à évaluer la mise en œuvre des recommandations antérieures et à analyser l'impact de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC ainsi que les projets à exécuter aux frontières communes entre les deux pays. Dépêché par le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, la délégation du gouvernement provincial conduite par le vice-gouverneur maître Jean-Jacques Elakano a pris part active aux activités de la 3e réunion du comité régional des coordinations qui s'est tenue à Bujumbura, dans la capitale burundaise. Cette 3e réunion se tient dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, PF6GL, sous le haut patronage du COMESA. Pendant 3 jours, les experts techniques vont faire l'état des mises en œuvre des recommandations de la 2e réunion qui avait eu lieu à Lusaka en Zambie en juillet 2025, avant de faire la mise à jour de la situation politique, socio-économique et sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC et ses impacts sur la mise en œuvre du projet. Il s'agit des projets dont bénéficient la République démocratique du Congo et le Burundi avec la facilitation du PF6GL grâce au financement de la Banque mondiale. Fin décembre, on a assisté au lancement des travaux à la grande satisfaction de notre peuple. Mais quand la guerre est survenue une semaine après, on a dit tout arrêter et la Banque mondiale avait décidé de suspendre. Nous sommes venus comme parti gouvernemental, la province du Sud Kivu, pour faire un plaidoyer et démontrer à nos partenaires burundais et du COMESA ainsi que de la Banque mondiale que ces projets sont trop attendus
ces projets suscitent beaucoup d'espoir à notre peuple et que les conditions sécuritaires sont au rendez-vous actuellement pour permettre la reprise, bien sûr, des travaux. En analysant l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets, il s'est avéré que plus de 80% des projets dont les travaux étaient en cours ont été suspendus à cause de la situation sécuritaire qui s'est détériorée. Séance tenante, le vice-gouverneur maître Jean-Jacques Elakano a mené un plaidoyer soutenu demandant que cette suspension soit levée et que les travaux de construction des 10 projets reprennent, car grâce au président de la République Félix Tshisekedi, la guerre est en train de prendre fin et les conditions sécuritaires sont en voie d'être améliorées à Uvira. Dans le Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini a reçu en audience ce lundi une délégation belge conduite par le vice-consul de Belgique basé à Lubumbashi. Les échanges ont porté sur le développement des infrastructures stratégiques et l'intégration économique régionale. La gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, a accordé le lundi 2 février 2026 une audience au vice-consul de Belgique à Lubumbashi, Alexis Deschoutet, dans son cabinet de travail situé au nouveau bâtiment du gouvernorat des provinces à Kolwezi. Cette mission s'inscrit dans les cadres d'une mission de terrain menée par une délégation belge portant sur l'évaluation du corridor des Lobito, projet stratégique pour le développement économique de la République démocratique du Congo et des provinces du Grand Katanga. Le vice-consul de Belgique a salué le leadership et la qualité de la gouvernance de Fifi Masuka Saini, qu'il a qualifié de claire, structurée et orientée vers des résultats concrets. Il a notamment relevé la vision stratégique, l'ouverture au partenariat et l'engagement en faveur d'une gestion responsable et transparente des affaires publiques, autant d'éléments qui, selon lui, renforcent l'attractivité institutionnelle et économique de la province du Lualaba. Nous avons eu un échange très constructif et à cœur ouvert avec son Excellence Madame le Gouverneur Fifi Masuka Saini. Et nous voyons que la province du Lualaba est tout à fait ouverte et a une certaine vision pour le développement de sa province. Et donc nous sommes encouragés et nous souhaitons continuer à collaborer avec la République démocratique du Congo et à voir ce projet de corridor Lobito se concrétiser dans cette région, car c'est un vecteur important pour le développement économique de la région, pas seulement pour l'exportation des minerais, mais pour le développement économique en général. La délégation belge était composée notamment d'un représentant de l'Agence belge de développement Enabel, ainsi que des cadres du ministère belge des Affaires étrangères, chargés respectivement de la coopération et du développement, des relations politiques et bilatérales avec la RDC et des questions liées au secteur privé. Cette audience accordée illustre une fois de plus la volonté du gouvernement Masuka de consolider les partenariats institutionnels et diplomatiques dans une dynamique de coopération bénéfique axée sur la bonne gouvernance et les développements durables, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La délégation bruxelloise conduite par le vice-consul général de Belgique a poursuivi les échanges avec quelques membres du gouvernement provincial du Lualaba. Les discussions ont porté sur les retombées économiques du projet de corridor de Lobito ainsi que sur les perspectives d'investissement dans plusieurs secteurs clés, notamment l'industrie, les mines ainsi que les infrastructures. Aussitôt reçue par la gouverneure de la province du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, la délégation belge conduite par le vice-consul général de la Belgique à Lubumbashi, Alexis Deschoutet, a échangé avec plusieurs membres du gouvernement provincial à leur tête, le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Jeffrey Masuka, accompagné de ses collègues des infrastructures, Moïse Mukepe Kailou et des mines, Nicodème Wamanantanda. Au menu de leur rencontre, la délégation belge est venue s'imprégner de l'état d'avancement du projet du corridor des Lobito, ainsi que de ses retombées économiques pour la province du Lualaba et pour la République démocratique du Congo. Les visiteurs ont également manifesté un intérêt marqué pour les potentialités minières du Lualaba et les perspectives d'investissement durable dans les secteurs des mines, des infrastructures, des transports et de l'industrie, avec un accent particulier sur le projet de la zone économique spéciale de Moussompo. Et le fil rouge, c'est le corridor de Lobito. Évidemment, ce n'est pas que le corridor de Lobito. Moi, je voulais surtout leur présenter la région, ses opportunités, ses défis.
Le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Jeffrey Masuka, a salué le projet du corridor de Lobito qu'il a qualifié de véritable vecteur du développement pour la République démocratique du Congo et pour l'ensemble de la sous-région. Je pense que le sujet tournait beaucoup plus aussi sur le corridor de Lobito. Nous avons préparé quand même quelques éléments que nous pourrons vous présenter tout à l'heure. Au cours de cette séance de travail à caractère économique et diplomatique, les membres de l'exécutif provincial ont profité de l'occasion pour présenter à la délégation belge les opportunités d'investissement qu'offre la province du Lualaba dans leurs secteurs respectifs. Les fortes pluies qui s'abattent sur Fungurume, dans la province du Lualaba, ont causé d'importants dégâts. Parcelles inondées, maisons écroulées et populations en détresse. Face à cette catastrophe naturelle, la gouverneure Fifi Masuka a dépêché sa ministre de la Santé et des Affaires sociales, Pichu Kayinda, pour constater les dégâts et engager des mesures urgentes aux côtés du bourgmestre intérimaire Aline Makano. Les conséquences du dernier épisode pluvieux sont visibles à travers les parcelles inondées et certaines maisons écroulées à Fungurume. Face à cette urgence, le gouvernement provincial du Lualaba, dirigé par la gouverneure Fifi Masuka Saini, a dépêché sur le terrain la ministre en charge de la Santé et des Affaires sociales, Pichu Kayinda Kasela. Accueilli au bureau communal par le bourgmestre intérimaire, l'honorable Aline Makano Chulombo, en présence de 2 chefs de quartier touchés et du chargé des Affaires sociales, l'émissaire de la gouverneure a d'abord écouté les explications des autorités locales. Les chefs de quartier d'Ipeta, ce sont les 2 quartiers qui sont vraiment inondés par les eaux. Moi je me dis ce sont les eaux de pluie. Les causes évoquées sont multiples. Constructions anarchiques, mauvaise gestion des déchets ménagers obstruant les canalisations et la déviation des eaux de la rivière d'Ipeta sur l'avenue Namizi où un pont est en pleine construction. C'est vrai qu'il y a une amie c'est vrai qu'il y a une membre mais on a vu la nature, on a vu la pluie, mais si en tant qu'autorité, tunaweza kuangalia kama abantu batafanya batavivre dit avant vous les fanini ilite baluie mu maisha yabo ya normal. Pour l'heure, les autorités provinciales et locales, toutes oreilles attentives, restent mobilisées pour contenir les dégâts causés par cette catastrophe naturelle. Des mesures urgentes sont attendues afin de protéger les populations et prévenir des nouveaux drames. Et puis, quoi de plus symbolique qu'un échange de vœux pour bien débuter l'année? C'est à cet exercice que s'est livrée la SMF IFOD SA, réunissant membres, partenaires et invités dans un climat de convivialité et de recueillement afin de fixer les orientations de la nouvelle année. Cette célébration intervient dans un contexte marqué par les 10 ans d'existence de l'organisation. Il est des traditions qui rassemblent, des instants qui dépassent le protocole pour devenir des moments de communion, de reconnaissance et d'espérance. En ce début d'année 2026, la SMF IFOD SA a réuni ses membres, partenaires et invités pour une cérémonie d'échange de vœux placée sous le signe de l'élégance, de la gratitude et de la vision. Comme vous pouvez le constater sur ces images, la journée a débuté dans le recueillement à la paroisse Saint-Léopold lors d'une messe de dédicace de l'année. Un moment de foi et de bénédiction pour confier les projets à venir, rendre grâce pour le chemin parcouru et placer la nouvelle année sous la protection divine. Il faut savoir que IFOD est une microfinance qui donne des crédits et qui collecte de l'épargne. Et nous avons eu à donner des crédits d'énergie renouvelable, donc des kits solaires en milieu rural. Et nous avons une portée de plus de 25 000 personnes, enseignants et des familles à qui nous avons donné des kits solaires. En 2026, IFOD va s'élancer dans la digitalisation, payer notamment les enseignants via les monnaies, les solutions disponibles actuellement, monnaie électronique, mettre des applications. Et donc, il y a des belles surprises qui arrivent. Déjà, le mois prochain, il y aura une campagne marketing par rapport à ça. Puis, c'est dans un cadre raffiné au Sultani River que s'est poursuivie la célébration. Un temps de retrouvailles, de sourires, d'échanges sincères et de vœux partagés. Dirigeants, collaborateurs et invités ont réaffirmé ensemble les valeurs qui fondent la SMF IFOD SA, le professionnalisme, l'engagement et le service entre autres. IFOD s'aligne, n'est-ce pas, derrière les efforts du gouvernement pour
proposer à la clientèle les différents produits adaptés à nos réalités. C'est-à-dire, nous avons le crédit que nous offrons en francs et aussi en dollars pour ceux qui le peuvent, sans bien sûr discrimination. Nous sommes ouverts à toute catégorie, à toute couche de la population. Cette cérémonie revêtait un éclat particulier car elle s'inscrit dans une année symbolique, celle de 10 ans de IFOD-SA. 10 années de travail, de défis relevés, de confiance bâtie et d'impact au service de tous. À travers chaque poignée de main, chaque regard complice et chaque mot d'encouragement, c'est une même ambition qui s'est exprimée, aller plus loin, ensemble. Et on va terminer en littérature. Vient de paraître Le pouvoir sacré des décisions, un ouvrage du pasteur et écrivain Yedidia Mputu. À travers ce livre, le conférencier invite les lecteurs à découvrir le lien intrinsèque entre les décisions et la destinée. Plusieurs personnalités du monde sociopolitique ont rehaussé de leur présence à la cérémonie de vernissage, notamment la rapporteure adjointe honoraire de l'Assemblée nationale et chef de travaux à l'UNICIC, Colette Tshomba Mobong. Un nouveau chapitre s'ouvre pour la littérature avec la présentation du livre Le pouvoir sacré des décisions, un ouvrage qui promet déjà de marquer les esprits. En présence de convives dont la députée nationale honoraire et chef de travaux, Colette Tshomba Mobong, plusieurs invités ont intervenu, dont la DG de l'ISES et le professeur José Adolphe Voto, DGA de la RTNC. Ici, ils ont démontré comment les décisions peuvent façonner la destinée tout en encourageant l'auteur de cette œuvre, le pasteur Yedidia Mputu, qui, à son tour, a démontré comment vos décisions façonnent votre destinée. Il sied de noter qu'au cours de son témoignage, Colette Tshomba Mobong montre par une analyse réfléchie et éclairée comment les décisions, souvent invisibles et intangibles, influencent puissamment le parcours personnel, façonnant l'identité, les valeurs, la direction que chacun prend dans son existence. On dit que le journalisme mène à tout. Je crois que c'est le journalisme qui m'a ramené en politique. Et j'ai eu à prendre une décision très difficile à l'époque pour pouvoir m'exposer à la télévision. Je m'en souviens comme si c'était hier. Étudiante à l'UFASIC, je suis sélectionnée pour participer au concours avec d'autres collègues. On était une quinzaine d'étudiantes et nous avons été retenues à 5. Il fallait donc prendre la décision, accepter d'aller travailler à la télévision. Mais quand vous avez un appel et que là c'est vraiment le pouvoir sacré des décisions, quand vous avez un appel et que Dieu veut vous utiliser dans un secteur donné, malgré les combats que vous pouvez avoir, vous allez toujours avoir une infime conviction de se dire mais je suis à ma place, je ne vais pas lâcher, je vais encore poursuivre et tout. Donc malgré tous les combats, j'ai toujours réussi ou voulu persévérer dans cet appel-là, parce que pour moi, c'est un appel. Donc, un appel qui est divin. Elle a à son tour acheté un ouvrage pour soutenir cette œuvre. Voilà qui nous amène au rappel des titres de ce journal à présent. C'est un phénomène qui plonge dans l'angoisse famille et habitants, l'insécurité avec à présent des enlèvements contre rançon, un phénomène qui continue de gagner le terrain à Kinshasa. Et Kinshasa, en alerte sanitaire aussi, les autorités appellent à la vigilance. Le choléra a refait surface, confirme l'Institut national de santé publique. 2 foyers ont été enregistrés pour le moment dans les communes de Ngiri et Limete. Et à Limete, un incendie s'était déclaré dans la nuit de mercredi dans un entrepôt de produits pétroliers. Si aucun bilan humain n'a été enregistré, les dégâts matériels demeurent importants. Les autorités ont décidé de retirer les agréments de fonctionnement à ces entités de Limete. C'est ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Télé 50, votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGR en sigle, informe l'opinion publique, personnes physiques
et morale assujettis à l'impôt sur le véhicule et à la taxe spéciale de circulation routière que depuis la reprise de la campagne du paiement de la vignette exercice couplé 2024-2025, la DGRK ne délivre pas pour l'instant des vignettes physiques, papier à coller. À cet effet, le contrôle se fait sur base des informations contenues dans le système car présentement les vignettes sont fournies en format électronique par un code QR généré à partir du récépissé provenant du système IRMS-DGRK.com et ce, après paiement uniquement à la banque. Elle rappelle ainsi les récurrents que la souscription pour l'obtention de la dite vignette ne se fait qu'en ligne via le portail IRMS-DGRK.com. Toute personne qui sera appréhendée en possession d'une vignette sans passer par le système fera objet des poursuites judiciaires. Il fait ensuite tout contribuable ayant déclaré sa vignette en ligne sans pour autant s'en acquitter dans les 8 jours qui suivent la déclaration sera exposé aux pénalités. Notez bien, celui qui paye mal paye 2 fois. Fait à Kinshasa, Taja Kamboa, Gérard, chargé de mission.